les amis, je retrouve Édouard. On voulait faire un Nourbi et Torbi et parler du diable et de Satan, comme d'habitude, du Job, comme on dit en wallon. Mais en fait, on va plutôt parler d'éducation, puisque le débat budgétaire arrive et de façon assez inattendue, en fait, il se porte sur la suppression de plus de 4000 postes d'enseignants qui fait hurler de nombreuses personnes. Beaucoup de gens expliquent que c'est totalement scandaleux, qu'on n'a pas le droit de faire des choses pareilles, que tout ça devrait être interdit car c'est une grande cause nationale que de défendre les postes dans l'éducation nationale. Je voulais avoir l'avis d'Édouard, puisqu'en fait, Édouard et moi, nous partageons une particularité, c'est que dans nos parcours enlacés, si j'ose dire, à un moment donné, nous nous sommes croisés un peu à l'éducation nationale. Et en fait, on connaît tous les deux de l'intérieur cette machine. Alors évidemment, nous allons respecter notre devoir de réserve en ne racontant pas les secrets de la machine. Nous sommes respectueux des règles républicaines posées, on le rappelle, par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Et même si, alors toi Édouard, tu es encore un peu, moi je suis plus fonctionnaire, en tout cas je suis en disponibilité, donc je ne suis plus sous le coup du statut des fonctionnaires, mais je respecte mes engagements avec loyauté, on le précise, mais on a quand même une vision de l'éducation qui est une vision un peu autorisée. Et donc, je voulais quand même qu'on reprenne cette question, puisque tout le monde a commencé à hurler, on supprime 4000 postes, ça va encore baisser le niveau. Est-ce qu'on a besoin, d'abord on va aborder cette question de fond qui est, est-ce que le nombre de postes est directement lié au niveau des élèves? Alors, on va aborder cette question, mais d'abord, est-ce que Édouard, tu peux nous dire pourquoi au fond, et ça ne veut pas dire qu'on défend Macron, Barnier ou je ne sais qui, ça veut dire qu'on replace les choses dans leur contexte et dans leur cohérence. J'éteins mon téléphone parce que ça sonne de partout. Est-ce qu'il y a, au-delà des polémiques partisanes, puisque je pense que toi et moi, Édouard, nous sommes d'accord pour dire que l'éducation est un sujet qui dépasse très largement les politiques partisanes et les politiques partisanes ont je suis pour les jaunes contre les bleus, ou je suis pour l'équipe des rouges contre les noirs, etc., n'a pas beaucoup de sens dans ce grand enjeu national qui est l'éducation des générations à venir. Est-ce que tu peux nous expliquer la cohérence qu'on peut trouver à supprimer 4000 postes dans l'éducation aujourd'hui quand on est ministre? Alors, il faudrait comprendre d'abord de quoi on parle. Parce qu'on dit qu'on supprime 4000 postes, mais chaque année, il y a des postes qui ne sont pas pourvus pour les concours d'enseignement. Donc, je rappelle que les enseignants sont maintenant recrutés de manière mixte, à la fois en passant une licence, un master, puis ensuite en passant le CAPES ou l'agrégation, voire les deux. Et on a un vrai sujet qui est celui que d'année en année, dans certaines disciplines, il y a des postes qui ne sont pas pourvus. Et ça se compte en milliers. Alors, on parle d'environ, précisément, 4000 postes, tout confondus, professeurs des écoles, collèges, lycées, donc agrégés, certifiés. On parle de 4000 postes non pourvus de façon constante depuis plusieurs années. Alors, il faut préciser, parce que pour nous, c'est un langage familier. Plein de gens ne savent pas forcément ce que c'est. C'est-à-dire qu'on ouvre un certain nombre de postes au concours. En gros, en France, il y a 7 ou 8 000 postes de premier degré. Il y a plus de 10 000 postes qui sont ouverts dans les concours enseignants chaque année. Donc, c'est une énorme machine à recruter. Et puis, il y a d'abord moins de candidats que de postes. Et surtout, moins de candidats capables d'avoir 10 sur 20, parce qu'il ne suffit pas de se présenter à un concours enseignant pour devenir enseignant. Il faut quand même avoir un minimum de niveau. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus suffisamment, il manque 4000 personnes ayant le niveau dans les résultats des concours finaux. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors oui,
ça nous emmènerait vers un autre sujet qui est aussi, on n'a pas toujours des gens qui ont le niveau. Par exemple, Soulève-le, parce que le niveau des enseignants est un vrai problème. On peut prendre n'importe quelle burne en disant on a pourvu. Quand je me souviens que Najat Vallaud-Belkacem avait annoncé 60 000 postes, ou je ne sais plus quel ministre, peut-être Benoît Hamon, il y a une dizaine d'années. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de fabriquer chaque année dans les universités suffisamment de candidats ayant le niveau pour pourvoir les postes enseignants? et alors, avant qu'on s'interroge sur cette vraie question, je reste sur la première. Moi, tu as donné toi-même les chiffres et si on voit qu'il y a 4000 postes qui sont supprimés budgétairement et que par ailleurs il y a 4000 postes non pourvus, moi, alors, il faudra regarder dans le détail, on n'a pas les tableaux sous les yeux, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que là, comme ailleurs, il y a un effet cosmétique. C'est-à-dire qu'en fait, on veut afficher qu'on fait des économies à l'éducation nationale et en fait, on va simplement créer moins de postes en sachant très bien qu'on va en créer le nombre qui va être pourvu. Donc, voilà, moi je pense qu'il faudrait d'abord se poser cette question-là qui montre que sur cette question du budget, on n'attaque jamais dans le dur parce que par ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir si, au lieu de se demander s'il n'y a pas assez de postes, on pourrait se demander s'il n'y a pas trop de postes ou bien si l'allocation des postes est la bonne. C'est des vraies questions. Moi, il y a un ministre de l'Éducation nationale que j'ai apprécié. Il y a un ministre de l'Éducation nationale que j'ai apprécié qui était Luc Châtel. Alors, est-ce que c'est parce que Châtel venait du privé et qu'ayant un regard extérieur, il n'avait pas de préjugés, il ne défendait pas des réflexes syndicaux ou autres? Est-ce que c'est parce que voilà, il était tout simplement bienveillant avec les professeurs et il leur parlait en leur disant ce qu'ils pensaient, et donc il disait il y aura moins de postes, mais vous serez mieux payés. Et de fait, il y a eu un peu d'augmentation avec beaucoup de postes qui ont été supprimés, qui étaient des postes de gens qui n'enseignaient plus depuis des années, qui avaient été détachés à tel endroit, qui travaillaient au ministère, etc. Et quand ces gens sont partis à la retraite, les postes n'étaient pas renouvelés, puisque Châtel, avec bon sens, disait visiblement le système fonctionne quand même. Donc, bon, voilà. Et alors, c'était fait avec relativement de tact. Et on s'est aperçu à l'époque qu'il y avait peut-être trop de postes à certains endroits, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a là où il faut. Hein. Ça, c'est un vrai sujet qui est un sujet d'allocation des moyens et en sachant qu'effectivement, on se heurte à de vraies questions sur la gestion absolument centralisée des ressources humaines du ministère et ce genre de choses. Alors, il faut préciser, puisque là aussi, ça fait partie des choses mystérieuses pour beaucoup de Français, c'est que quand on recrute un prof, par exemple, en 2025, on ouvre son poste en 2025, il commence à enseigner le 1er septembre 2025, on en a fini de lui le 30 juin 2066. Et qu'entre-temps, le monde a pu changer. Donc moi, quand j'étais petit, que je travaillais à l'Éducation nationale, on gérait, l'éducation cherchait à gérer les agrégés de Russes. Parce qu'à une époque, avant la chute du mur, il y avait beaucoup d'agrégés de Russes. Et puis finalement, on apprend moins le russe maintenant. Et la question, c'est que si il reste encore un nombre de profs qui ont 20 ans à faire, de profs de russe qui ont 20 ans à faire avant la fin, avant le départ à la retraite, on peut difficilement leur dire devenez prof de japonais, parce que c'est pas le même métier. On a eu la même blague, si je peux me permettre ce mot déplacé vis-à-vis de toi, Edouard, avec les profs d'allemand, parce que de fait, on apprend moins l'allemand aujourd'hui. Alors, à une époque, on considérait que l'allemand, c'était la langue phare qui permettait de distinguer les bons. Donc, on a recruté beaucoup de profs d'allemand, mais on a le même sujet sur les profs de latin, sur les profs de grec. Tout ce monde-là est un monde compliqué à gérer, à muter. C'est-à-dire qu'une fois que tu as recruté un prof de latin, il a 25 ans, tu le gardes 40 ans, même si on n'apprend plus le latin entre-temps. Et donc, est-ce que l'éducation nationale, aujourd'hui, a la flexibilité nécessaire, compte tenu du statut d'enseignant qui interdit de licencier les gens en cours de carrière?
Est-ce que le statut de la fonction publique applicable aux enseignants permet d'adapter l'enseignement compte tenu de la vitesse avec laquelle le changement des connaissances se fait? Moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas Internet. Toi non plus, il n'y avait pas Internet, même si tu fais très jeune. Le monde a beaucoup changé depuis. Et aujourd'hui, on a ce statut de la fonction publique qui empêche toute adaptation simple du système éducatif. Et puis, voilà, en fait, je pense que c'est un clavier, donc il y a différentes touches. Bon, par exemple, il y a trop de profs d'allemand. Il peut y avoir, on aime bien nudger. On pourrait nudger de manière à ce qu'il y ait un peu plus d'élèves qui continuent à apprendre l'allemand en disant que c'est utile au pays parce qu'on a besoin de spécialistes de l'Allemagne, parce que les liens avec l'Allemagne sont forts. Or là, on a répété vive l'Allemagne, mais on n'a rien fait pour que les enfants apprennent l'allemand. Et quand des lycées ont fait des expérimentations pratiques où les élèves qui le voulaient pouvaient commencer anglais et allemand en même temps, en sixième. Et ça marchait plutôt pas mal parce qu'en fait, on s'est aperçu que les parents avaient besoin d'être rassurés, ils avaient peur que l'anglais vienne trop tard, etc. On n'a pas du tout dit on généralise cette expérience. Alors ensuite, bien sûr, il y a des domaines de la connaissance qui n'existent pas maintenant, qui existeront dans 20 ans. Il y en a au contraire qui ont disparu ou qui deviennent obsolètes. Et donc tout ça fait qu'on a très peu de souplesse. On pourrait par exemple dire qu'on demande à quelqu'un qui veut enseigner, comme en Allemagne, d'avoir 2 matières, ce qui permettrait d'ajuster. Eh bien, on ne fait pas du tout ces choses-là. Et donc je crois qu'effectivement, il y a en partie parce que les syndicats ne veulent pas en entendre parler. Oui, la bien sûr. bidisciplinarité, ça a fait hurler le SNES pendant des années. Oui, alors que pendant longtemps, on avait des professeurs de lettres qui faisaient du français, du latin et du grec. Et donc, on ne voit pas pourquoi ça serait plus compliqué de faire, par exemple, des mathématiques, de la physique et de la chimie, d'enseigner les trois. Ça peut d'ailleurs être intéressant que la même personne ait passé un concours dans plusieurs matières scientifiques. Mais pour ça, en fait, on a une très lourde machine. C'est un paquebot. Et au lieu, je pense qu'on va peut-être venir à notre sujet de fond, c'est que en fait, il faudrait de l'expérimentation locale. Il faudrait laisser pas mal de responsabilités, beaucoup plus de responsabilités locales, y compris dans le système public. Il y a des proviseurs, des principaux de collège qui savent mieux le besoin local qu'un fonctionnaire qui est assis rue de Grenelle dans son bureau. Bon, mais ça, on ne veut pas vraiment en entendre parler. Je reviens à l'exemple de Châtel. Châtel signait des contrats avec les recteurs et les recteurs avaient une certaine autonomie de gestion dans les académies. Bon, il a eu le temps d'en signer 7 ou 8 avant l'élection présidentielle de 2012. Bien évidemment, Peillon est arrivé dans le sillage de Hollande et Peillon a dit tout ça, non, il faut revenir à un système centralisé, jacobin, c'est ça l'idéal de l'éducation nationale. C'est dommage parce que vraisemblablement, si toutes les académies avaient eu le système que proposait Châtel, on aurait peut-être un peu moins de problèmes d'allocation des moyens. Pour en revenir à ce sujet que tu soulèves, et toi comme moi, nous sommes des partisans de la déconcentration de l'éducation nationale, même si, à mon avis, je suis plus radical que toi sur le sujet. Mais pour reposer la question, puisque pour beaucoup de Français, l'éducation va pas bien. Alors, beaucoup de Français sont très contents de leur école parce qu'ils ne se posent plus la question de qu'est-ce qu'on y apprend. Ils se disent, ah non, ça se passe bien, il n'y a pas de problème de discipline, les gamins sont heureux d'y aller, tout va bien. Quand on pousse un peu le raisonnement, on sait que l'apprentissage dans nos écoles n'est pas satisfaisant et que le niveau baisse de façon importante, et pas seulement du point de vue du contenu, mais du point de vue de la structuration même, de la discipline intellectuelle pour apprendre. On voit bien que l'esprit critique n'est pas vraiment en expansion, ni la rigueur intellectuelle, ni la maîtrise du français.
Est-ce que c'est une question de moyens? C'est-à-dire, est-ce que supprimer des postes met en danger le niveau des élèves ou pas? Non, parce que imaginons qu'on mette, allez, 10% de postes en plus. Et Barnier pourrait dire je supprime des crédits dans un certain nombre de ministères, mais l'éducation nationale, c'est une priorité absolue et là, je ne transigerai pas. Au contraire. Bon. Eh bien, le problème, c'est que les professeurs qui vont être recrutés, ils ne seront pas formés différemment de ceux qui sont recrutés depuis quelques années ou depuis quelques décennies. Et il y a une question, c'est une question compliquée, mais à quoi sert l'école aujourd'hui? Tu disais par exemple Internet. Internet change beaucoup de choses. Alors, oui, effectivement, et dans des familles de milieux, catégories socio-professionnelles aisées, en plus, assez spontanément, les parents apprennent aux enfants à se servir d'Internet. Mmh, Mais il y a au contraire des milieux où ce n'est pas le cas et mmh. où Internet, c'est surtout l'occasion de surfer plutôt en se déstructurant l'esprit. Donc, on voit bien, en même temps, aujourd'hui, un élève moyennement doué, mais il se peut qu'il ait lu des trucs sur Internet qui lui fassent penser que son prof se trompe. Pourquoi? Parce que son prof, il aura passé un CAPES d'histoire avec des trous dans la chronologie des périodes qu'il aura traitées. Il aura dû faire un master recherche. On se demande à quoi ça sert pour enseigner l'histoire au collège. Et à partir de là, en revanche, il ne saura pas répondre à une question sur la Première Guerre mondiale ou où il ne saura pas la date de la bataille de Marignan et le gamin, il aura vu ça sur Internet et voilà, il Ou perd en le respect écoutant pour la son prof. radio. Oui, il a écouté la radio, voilà. Et donc je pense qu'on a en fait une espèce de paquebot où les gens finalement jouent un rôle qui est celui qu'on a toujours joué, sauf que la mer est agitée, sauf qu'il y a des petits bateaux qui doublent le paquebot, qui sont beaucoup plus rapides, c'est les systèmes éducatifs d'autres pays. Il y a d'autres pays où au lieu de dire on met tout le monde sur un paquebot, on dit on fait une petite flottille et ça sera plus efficace, etc. Bon, et donc il y a un problème d'adaptation, de lenteur, et par ailleurs, il y a une espèce d'endormissement européen. Là, je crois que c'est un phénomène, si on compare à l'Allemagne, par exemple, c'est très visible. On ne prend pas au sérieux la concurrence scolaire, par exemple, des pays asiatiques. Et après, oh là là, c'est terrible, regardez, ils sont en tête dans PISA. Donc PISA, qui est l'enquête de l'OCDE, Voilà. qui compare les niveaux éducatifs des pays de l'OCDE. Et même au sein de l'Union européenne, il y a d'énormes disparités, en fait, entre les. Prenons un petit pays comme la République tchèque, de mémoire, ils sont bien placés. La Finlande, surtout, je crois. En La Finlande est Finlande, bien placée, oui. voilà. Et donc, tout ça montre une inadaptation aux besoins, non seulement de la société, mais aussi, il faut le dire, de l'économie, parce qu'on forme des enfants pour que demain, ils aient un emploi, mais pas simplement qu'ils aient un emploi comme on va décrocher un paquet de bonbons à la pêche à la ligne. Parce qu'on pense aussi qu'un gamin qui est créatif à 7-8 ans et à qui on développe bien le cerveau, la sensibilité, il va apporter quelque chose à l'économie du pays plus tard. Mais ça, est-ce que c'est une question de moyens? C'est-à-dire que beaucoup de gens vont te dire: «Oui, mais si on ne le fait pas en France, c'est parce qu'il y a trop d'élèves par classe, parce que, on ne prend pas le temps d'aider tout le monde et donc il y aurait plus de profs, ça irait mieux». C'est faux. D'abord, il y a des pays où il y a beaucoup d'élèves par classe. Je pense, justement, si on reprend la comparaison avec l'Allemagne, il y a des tas d'établissements où il y a le même nombre d'élèves qu'en France. Alors, ensuite, quelqu'un va me dire, ah oui, mais dans telle langue, j'ai fait une autre expérience. Non, mais la réalité, c'est que ce n'est pas le premier problème. Ensuite, il y a une question aussi de motivation des professeurs, des enseignants. Et puis, alors, pour le coup, il y a une question de rémunération évidente en France des professeurs, si on compare à la moyenne de l'OCDE. Mais il faut dire aussi qu'on a fait des choix
et qu'on a voulu recruter énormément de monde en les payant mal. Et là encore, comme tu dis, on recrute. C'est pas simplement qu'on recrute énormément de monde, c'est qu'on les recrute pour 40 ans. Et que donc la marge de manœuvre, elle est quasiment nulle. Concrètement, toi, tu serais ministre de l'Éducation demain. Tu constaterais, comme beaucoup de gens, je pense, le gaspillage de 60 ou 65 milliards de budget par an pour un résultat qui est très médiocre. Et je le redis, beaucoup de Français ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ont l'impression que leurs enfants sont contents de rentrer du lycée, du collège. Bon, c'est sympa, tout va bien, c'est super cool, tranquille. Voilà. Tous les mots qui expriment le goût contemporain pour la médiocrité. Mais quand effectivement on commence à faire de la comparaison, et notamment internationale, on mesure bien que l'éducation est une bombe à retardement en France. Toi, tu prendrais quelles mesures pour relever le niveau, puisque c'est notre sujet collectif? Alors, la première, moi je prendrais principalement 2 mesures. La première, ça serait de déconcentrer beaucoup le système public, de manière à permettre aux proviseurs, aux recteurs relativement, mais aux proviseurs, de décider au plus près du terrain. Ça, pour moi, c'est fondamental, parce que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on pourrait résoudre ou laisser résoudre, en fait. C'est pas qu'on va les résoudre a priori, c'est qu'on va les laisser résoudre sur le terrain. Et que par ailleurs, faut pas qu'on nous raconte que c'est dangereux parce qu'il va y avoir des disparités. Le système, il est fait de disparités. Entre un bachelier de Louis-le-Grand et un bachelier de Sarcelles, il faut pas se mentir, on sait bien que c'est pas le même niveau. Donc, la question, c'est de savoir si un proviseur intelligent à Sarcelles n'a pas des ressources, je dirais, intellectuelles, d'inventivité, d'organisation, qu'on ne lui laisse pas prendre. Et la deuxième chose, mais alors ça nous emmène vers un autre sujet, c'est que je pense qu'il faudrait passer au chèque éducation. Et donc, il faudra peut-être qu'on consacre une séance à expliquer ce que c'est et pourquoi c'est pas le diable ultralibéral que disent certains. C'est simplement que effectivement l'État prend en charge la scolarité de tous les enfants, mais en fonction de l'attractivité des différents établissements, et il permet aussi que se créent de nouveaux établissements s'ils sont capables d'attirer des élèves. Et ça, à mon avis, c'est absolument vital, parce que ça sera le moyen de mettre de la concurrence, une saine concurrence dans le système. Et par ailleurs, ça permettra au collège et au lycée de bien se défendre s'ils savent s'organiser. Bon, ce que je te suggère, c'est que la semaine prochaine, on fasse un numéro sur le chèque scolaire, précisément. Et puis, ce sera l'occasion de suivre le débat qui s'ouvre à l'Assemblée puis au Sénat sur l'éducation, sur le budget de l'éducation nationale notamment, et de mettre nos lecteurs au courant de ces débats souvent mystérieux qui ont lieu à l'Assemblée et qui sont pourtant essentiels dans leur vie quotidienne. Bon, eh bien, la semaine prochaine, on se retrouve lundi pour Chaos Global, où nous parlerons très probablement actualité internationale, puisque ça, c'est toujours important et la situation ne s'arrange pas en Israël. On se retrouvera le mercredi avec Thierry Messant pour un débat à 3, où je suis sûr qu'on parlera encore d'actualité internationale, et on se retrouvera vendredi pour cette émission sur le chèque scolaire comme méthode pour sauver l'école. Bon week-end, Édouard, et puis à Merci Eric, toi aussi.